Alors Amiel, la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était ma mère qui l'a prononcé en disant que c'était quelqu'un qui vivait un peu pour lui-même et qui se regardait le nombril. Beaucoup de gens sont très sensibles à la manière dont Amiel se met tout à fait à nu. Et ce qu'il y a aussi de fascinant, c'est en même temps la manière dont Amiel se juge. Et il se juge comme un échec. Mais la manière et peut-être à la fois la complexité et j'ai presque envie de dire l'exhaustivité de ce que le journal d'Amiel fait est quelque chose d'assez unique. Je crois que c'est une œuvre absolument exceptionnelle. Il y a tout au monde dans ce journal. Je ne quitte pas Amiel parce que c'est un virus avec lequel je devrais vivre désormais. Qui était Henri-Frédéric Amiel? À la fois un intellectuel érudit, un pinailleur irritant, un mondain et un vieux garçon qui ne se déniaisa qu'à l'aube de ses 40 ans. Un philosophe contrarié et un être supérieurement doué, un poète sans grand relief, auteur d'une œuvre maigre de son vivant et un écrivain diariste immense. Henri-Frédéric Amiel, alors, dont on sait tout de l'intimité, des déplaisirs et regrets, grâce à son journal intime, publié peu après sa mort à Genève en 1881. Une œuvre de 17 000 pages, composée durant 42 ans et qui explore les limites d'une ambition littéraire folle, rendre compte jour après jour de soi, tout autant que d'une époque, le milieu et la fin du 19e siècle, sujette à de profonds bouleversements. À l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Amiel, la Bibliothèque de Genève lui consacre un podcast. Intime, extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime. En 5 volets, on y retrace la trajectoire d'un personnage constamment rongé par l'indécision, mais dont l'œuvre continuant à révolutionner l'histoire du journal intime et initier l'auto-analyse en littérature. Amiel, sismographe du mois, c'est le titre de ce premier épisode. À toutes et à tous, bienvenue. Mai 1869. À quoi doit servir le journal intime ? 1. À dégonfler son cœur. 2. À s'apercevoir de sa vie. 3. À éclairer sa pensée. 4. À intéresser sa vieillesse, si l'on doit parvenir à cet âge. 5. À intéresser peut-être les amis auxquels on le lèguera. 6. À fournir peut-être quelques pensées utiles aux amis inconnus qui existent dans le public. Alors il écrit, en cas je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais je trouve ça assez... En cas de malheur, je n'autorise personne à détourner ni à détruire. En tout ni en partie, aucune feuille de mon journal intime. Et même, je l'interdis positivement. 1er juillet 2021. Consultation du manuscrit du journal intime d'Amiel, département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Mes dispositions relatives à mes papiers sont contenues dans un pli copié à monsieur le notaire Odéou, Grand Rue à Genève. 13 juillet 1864, donc c'est 17 ans avant sa mort, donc en 64 déjà, il a ce souci, donc ça fait 25 ans qu'il tient son journal déjà quand même, mais c'est assez extraordinaire. Manuscrit à sauver en cas d'incendie. Alors l'accueil a été fulgurant, n'est-ce pas? On a eu ces fragments d'un journal intime, d'un inconnu, et tout le monde l'a lu. Luc Weibel, historien. Le plus célèbre, c'est Tolstoï. Tolstoï l'a fait traduire d'ailleurs en russe. Alors il le compare à des grands moralistes. Alors il y a Épictète, il y a Marc Aurèle, il y a Pascal, et puis je ne sais plus qui. C'est le grand, parce que c'est vrai, Amiel qui prend distance par rapport au monde, donc il y a ce phénomène où il s'identifie au monde, et puis ensuite il revient sur lui-même, et il se détache. Et là, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé. Eh bien, ça a été un coup de cœur, inspiré par un de mes amis qui me disait il faut que tu t'intéresses à Amiel, parce que si tu t'intéresses au rapport entre hommes et femmes, il faut absolument que tu lises Amiel. Corinne Chaponnière, écrivaine,
journaliste. J'avais aucune envie de m'intéresser à ce vieux célibataire coincé, timoré et puceau, d'après ce que j'avais entendu dire. Bref, il m'intéressait absolument pas jusqu'à ce que j'ouvre la première page du premier livre et là j'étais fichue. Ce que j'ai découvert en lisant le premier volume, c'est un Amiel jeune. Et c'est pas du tout l'image qu'on en a. Un Amiel qui, contrairement à la deuxième partie de son existence, a encore tout son temps devant lui. Il se plaint déjà de sa santé, il a des accès de peur de la mort, mais néanmoins, il est bien persuadé qu'il a encore quelques années devant lui. Il est encore plein de rêves, plein de désirs, il croit encore qu'il pourra se marier, qu'il pourra écrire des livres, qu'il deviendra célèbre, enfin il croit encore à son avenir. Et ça, c'est pas l'image qu'on en a, étant donné que les critiques ont énormément insisté sur le côté passéiste d'Amiel, dont l'avenir était dans le passé et qui ressassait beaucoup. Certes, c'est vrai, mais c'est une deuxième partie de sa vie. Luc Weibel. Alors, Amiel, si je devais le présenter, je pense que je partirais de sa jeunesse. Oui, alors il est né en 1821, la même année que Flaubert, que Baudelaire et que Dostoïevski. Il est donc né dans une famille, on peut dire, de commerçants. Le drame, peut-être le premier drame, en fait, c'est que Amiel perd sa mère alors qu'il avait 11 ans et que son père se jette dans le Rhône. C'est un choc énorme. Alors, il n'en parle pas. Il ne parle jamais de sa mère, il ne parle jamais de son père. Alors, il a été élevé par un oncle et une tante, surtout une tante, la tante Fanchette. Il a eu une enfance assez heureuse, je crois. Il avait plusieurs sœurs. Bon, il ne s'entendait pas toujours très bien avec elles. Et puis alors, Berlin, le grand départ. À l'époque, c'était vraiment un haut lieu de la philosophie, et marqué par Hegel, par exemple. Et puis, il y avait encore Schelling qui était là. Et Amiel a passé 4 ans. Il va poursuivre des cours de chimie, il va suivre des cours de sanskrit, de tout ce que vous voulez. Et on voit que c'est l'esprit encyclopédique. S'approprier le savoir, c'est ça qui est extraordinaire. Et alors, il se passe un événement quand même important dans sa vie, qui est un événement politique, c'est la Révolution genevoise. Si vous me demandez quelle a été la réaction d'Amiel à la révolution fasciste et à James Fasy, Bernard Lescaz, historien. Alors, il faut bien savoir que Amiel est plutôt quelqu'un de conservateur. Et qu'au fond, il n'est pas très proche des radicaux. Mais d'un autre côté, ça n'est pas un ultra-conservateur, même si son protestantisme est très fort, et jusqu'à la fin, il restera, par exemple, partisan de l'union de l'Église et de l'État. Donc, il n'est pas un radical, mais il va, parce qu'il n'a pas participé à la vie académique genevoise avant la révolution fasciste, il n'est pas, si l'on veut, compromis, entre guillemets, avec l'ancienne académie qui, elle, est très liée au milieu conservateur protestant, et en conséquence, quand il y aura l'ouverture d'une chaire de littérature et de philosophie, eh bien, Amiel sera clairement choisi parce qu'il n'est pas un conservateur de notoriété publique. Mais il n'est pas non plus un radical. Et ça va d'ailleurs, dans sa vie mondaine, sociale, plus encore que mondaine, lui causer quelque embarras, dans la mesure où il sera mal vu par certains milieux ultra-conservateurs pour avoir accepté d'enseigner à l'académie, et qu'en même temps, il ne sera pas entièrement admis comme un radical politique proche de James Fasy et de ces milieux qui dirigeront l'instruction publique. Je vous ai je vous ai préparé ce passage-là. 2 juillet 2021.
Consultation du manuscrit du journal intime d'Amiel, département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Mais il dit, si tu acceptes, donc sous-entendu le poste de professeur, à quoi faut-il t'attendre? On ne manquera pas d'appeler vilainie l'acceptation qui te fait profiter du malheur d'autrui. Tu auras peut-être l'agrément d'être par cela même brouillé avec toutes tes connaissances, tous les hommes instruits dont tu comptes faire ta société, la moitié de tes amis, avec tous ceux enfin qui, hostiles au gouvernement actuel et improuvant ses mesures, ne pardonneraient pas à ceux qui acceptent des places sous lui. Voilà l'avantage d'une élection qui a une couleur politique. Amiel a quand même, quand il arrive à Genève et en retour d'Allemagne, il a des ambitions intellectuelles et littéraires immenses. Daniel Magetti, professeur de littérature, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Il a bien l'intention de s'investir dans toute une série d'entreprises, de publications, notamment de revues, et puis d'entretenir des relations avec des personnalités du monde littéraire pour renforcer précisément cette identité littéraire. On est autour de 1850. Le constat qu'Amiel fait à la fin de son mémoire, c'est que la littérature au monde est un corps qui cherche une âme. Donc lui, il aimerait faire partie d'un mouvement qui va permettre justement cet essor, à la fois une institutionnalisation plus forte et puis une visibilité beaucoup plus grande de ces œuvres qui existent ou qui vont exister, qu'il s'agit justement de produire. Évidemment, que ce soit avec les revues ou avec les différentes personnes avec qui il va collaborer, ça ne va pas tourner très bien, il ne sera pas très content. Il a un ami genevois, Ornin, qui a plus de succès de lui, c'est-à-dire qu'il a plus de visibilité dans ce domaine, donc il est un peu amer. Donc lui, idem. Donc il a l'impression d'être le plus engagé d'un point de vue idéal, et puis d'avoir le moins de retombées symboliques par rapport aux autres. Et il se juge aussi sévèrement lui-même. Il voit bien que entre son idéal de réussite et ce qu'il publie réellement, il y a un décalage. Donc ça fait partie au fond de cette mise à l'écart progressive de la carrière ou de la visibilité publique au profit du journal. Probablement aussi, et ça c'est un autre élément central dans le journal, c'est que on comprend bien qu'à un certain moment, il voit lui-même qu'il ne peut pas remplir le rôle qu'il s'est assigné de manière un peu théorique. Parce qu'en fait, Amiel, c'est un homme de schéma, de liste, de schéma, d'idées assez comme ça rationalisées ou théoriques. Donc, il a une certaine idée de ce que devrait être l'homme littéraire suisse romand de son temps. Donc, il a une série d'objectifs qu'il faudrait remplir. Puis en fait, c'est beaucoup trop contraignant. C'est insupportable de répondre à ce point à ce qu'on attend. Donc, progressivement, et c'est tout ce qui est fascinant chez lui, parce que c'est bien évidemment de l'inconscient, c'est qu'inconsciemment, il s'en éloignera de plus en plus, tout en trouvant que c'est affreux, parce qu'il devrait bien le faire. Et il y a tous ces rappels, tu devrais faire ci, il faudrait que, etc. Mais en réalité, le journal va remplir beaucoup mieux que ces écrits-là, ses aspirations profondes, y compris sur le plan de l'expression. Elle était trop contrainte dans ces formes-là, qu'il s'agisse de la ballade ou de la poésie. Le journal est le lieu même où il va inventer quelque chose qui lui est absolument propre. Et en même temps, là-dedans, il va pouvoir véritablement, comme on dirait de nos jours, se lâcher. Il se lâche. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'a plus... il peut pas avoir le spectre de la publication intégrale, qui est évidemment impensable à cette époque pour toutes sortes de raisons socioculturelles. Il va véritablement donner corps à quelque chose qui répond entièrement à ses désirs, à ses envies et à son identité subjective, qui est en même temps très représentative d'un mouvement de l'époque et en même temps parfaitement unique. Et c'est ça qui est fascinant dans le journal. Lundi 30 juillet 77. Si je désirais quelque chose, ce serait d'être un écrivain, un grand écrivain.
laisser un monument aéré perennius, un ouvrage indestructible, qui fasse penser, sentir, rêver, à travers une suite de générations. Cette gloire serait la seule qui me ferait envie, si je n'étais sevré même de cette envie. Le livre serait mon ambition, si l'ambition n'était vanité, et vanité des vanités. Que ne suis-je espérant et capable, jeune et fort, résolu et opiniâtre, ce serait là ma visée. Mais affaibli, énervé, découragé, flottant, sceptique, mobile, indifférent. Je ne puis songer à cette œuvre robuste. Le protestant est devant Dieu, seul. Luc Weibel. Et peut-être qu'il a aussi des exigences vis-à-vis de lui-même. Et alors, ça peut donner lieu à un journal où on s'examine justement avec une certaine sévérité et on se donne aussi des directives pour s'améliorer. Il y a un grand thème du journal, c'est s'améliorer. Et Amiel est dépendant de ça. Chez Amiel, il y a ça, mais en plus, le journal a Daniel Maggetti rempli un rôle exceptionnellement large, parce qu'il y consigne pratiquement tout ce qui a trait à son savoir, à ses lectures et aux commentaires sur ses lectures. Donc il y a une page, je dirais presque, de journal métacritique, et finalement le journal devient pour lui comme justement il s'apostrophe lui-même, ça devient le meilleur interlocuteur possible pour disséquer, discuter et juger des productions de son temps. Et ces productions sont, dans son cas, d'une ampleur exceptionnelle. Je veux dire, c'est pratiquement tout le savoir qui circule dans ces années-là, et constamment, il fait le point sur ça. Donc il y a une espèce de... Je dirais que c'est un sismographe de l'évolution de la pensée. La première image qui me vient quand je pense à Amiel, c'est un écorché. Corinne Chaponnière. Parce qu'il montre l'intérieur. C'est un intérieur complexe. À la fin des 17 000 pages de lecture du journal, on en sait infiniment plus sur Amiel, mais on n'a pas le fin mot de l'histoire. Son journal n'est, à mes yeux, pas un immense morceau de littérature, mais c'est un document personnel et social qui est absolument inouï. On suit vraiment quelqu'un penser jour après jour, on suit tous les rouages de sa pensée et de ses émotions et de ses frustrations et de ses satisfactions ou réalisations professionnelles. Je ne connais pas d'autre exemple d'une confession aussi intime, aussi quotidienne, aussi détaillée, aussi fine, de la part d'un homme aussi intelligent. Nous avons une sincérité, si tant est que la sincérité a un sens quand il n'y a pas d'interlocuteur, absolue. Et on arrive devant le bâtiment du 13 rue Verdun où vécut Henri-Frédéric Amiel, grand bâtiment très majestueux, pierres blanches qui ont été nettoyées, il semblerait, il y a quelques années. Bâtiment dans lequel on trouve aujourd'hui des avocats, une régie, le bureau de la LICRA suisse. Et il est écrit à l'entrée du bâtiment dans une plaque surélevée, plaque en marbre, Henri-Frédéric Amiel, auteur du journal intime, en italique, et de Rouler tambour, là encore en italique. Né à Genève le 27 septembre 1821, a vécu dans cette maison dès 1877 et y est mort le 11 mai 1881. Bonjour, excusez-nous. On travaille pour la bibliothèque de Genève. Ah oui. Ouais. Et on fait un truc autour d'Amiel, qui a vécu dans cet immeuble. Vous le saviez ? Si. Henri-Frédéric Amiel. Oui, mais j'ai un Zoom maintenant. Ok. Très bien, bonne Merci. journée. Bonne journée. Bien. Alors, il vit dans la vieille ville, qui est encore très peuplée, et il est dans la famille de sa sœur.
Luc Weibel. Qui est marié avec un pasteur, qui a 2 fils, et au fond, on peut vivre d'une façon avec beaucoup de sociabilité, parce que le soir, on s'ennuie, on va chez un tel, on débarque, et puis au bout d'une demi-heure, on s'en va, et puis on va chez un autre, on fait tout un petit tour, mais on ne s'attarde pas. Donc, il a cette vie-là. Alors, voilà, il est célibataire. Alors, c'est sa croix, parce qu'il est un homme donc posé, un bon citoyen, et un bon citoyen doit être marié. Se marier, ça c'est tout à fait clair, il veut se marier. De temps en temps, il change d'avis. Il a des hésitations de plusieurs types. Corinne Chaponnière. Il a des hésitations à l'égard du mariage lui-même. De temps en temps, en effet, il y a des périodes où il ne veut pas se marier. Il trouve que, pour différentes raisons, ce serait embarrassant. Mais le principal écueil à son envie de se marier, c'est qu'il doit choisir. Et ça lui est absolument insupportable. Il nous présente le point de vue d'un homme qui est timide, bien sûr, mais surtout qui est soumis à un nombre de contraintes hallucinantes simplement pour rencontrer des demoiselles et pour s'approcher sans se compromettre. Quand on lit la littérature de la même époque française, que ce soit Flaubert ou Balzac, l'éducation sentimentale, tous montrent au fond 4 problèmes chez ces jeunes gens qui sont de séduire, d'arriver à leur fin, de ne pas compromettre la demoiselle ou la dame et de s'en débarrasser. Chez Amiel, ça n'a absolument rien à voir. Il n'arrive pas à entrer en contact avec les demoiselles, ou quand il entre en contact avec les demoiselles et qu'elles leur plaisent, il n'arrive pas à poursuivre. Il peut poursuivre que s'il connaît les parents ou s'il connaît une sœur, éventuellement, mais mieux encore un frère. Et dans la partie à laquelle je me suis intéressée, qui sont ses premières amours, entre 1849 et 1854-55, il a cet éternel problème de ne pas savoir sous quel prétexte il va pouvoir leur rendre visite. Et encore pire, s'il leur rend visite une deuxième fois, il devient un prétendant. Or, il a nulle intention de devenir un prétendant parce qu'il veut les connaître. Il est obsédé par la nécessité de connaître à fond la jeune fille avant de s'engager, ce que nous trouvons parfaitement légitime, mais ce qui est extrêmement difficile dans sa position, dans son milieu et à son époque. Mais il continue à chercher désespérément des candidates, au point qu'il dresse des listes avec des initiales, mais suffisamment d'initiales pour que n'importe quelle jeune voix de souche reconnaisse immédiatement quels sont les noms. Et c'est très intéressant de voir qu'il ne sort pas de son milieu, c'est-à-dire qu'il part du principe que la Haute-Ville, par exemple, lui est fermée. Donc, de temps en temps, il y a un nom qui surgit, mais en règle générale, c'est à peu près de son milieu. À Genève. Il dresse des listes également de ce qu'il appelle des étrangères, qui sont soit des femmes d'autres cantons, soit en effet des étrangères. Et puis tous ces noms sont barrés. Alors, de temps en temps, on croit, de temps en temps, barrés d'un seul coup. On voit très bien qu'il les a barrés au fur et à mesure, et pas le même jour, parce qu'il a piqué une colère et qu'il a voulu rester célibataire, mais qu'il a fait son enquête et qu'au fur et à mesure, il apprenait. Alors, on sait ce qu'il apprend. Il apprend soit qu'elle n'a pas assez d'argent, soit qu'elle a un furoncle sur le nez, dont il ne s'était pas aperçu. Ça peut être des choses absolument minuscules. Soit qu'elle a un frère sourd. Il est extrêmement sensible à l'hérédité. Donc, dès qu'il y a la moindre malformation dans la famille, il renonce. Une des raisons pour lesquelles il ne se décide jamais, c'est qu'il pense avoir le temps. Il ne se rend pas compte qu'elle risque d'être prise, puisqu'il ne rate pas. Chaque fois qu'il s'intéresse à une dame, il est consterné, 1 an après, d'apprendre que quelqu'un a demandé sa main et l'a obtenue. Et il ne juge pas l'urgence de la situation, donc il n'agit pas. Lundi 24 avril 76. J'ai peut-être bien fait de ne pas me marier. Quoique je n'ai jamais rêvé d'autre bonheur qu'un hymen bien assorti. Mais il me semble que j'ai toujours eu peur du lendemain de la lune de miel. J'ai toujours été aimant, mais jamais épris, ni amoureux fou, ni enragé de possession. Je me suis toujours vu à 10 ans de date, ce qui m'a affranchi des illusions de chaque heure. J'ai éprouvé abondamment le charme de la femme. Je n'ai jamais subi son prestige tyrannique et avilissant. Je n'ai pas eu sur les yeux le classique bandeau. J'ai été à la fois le plus mariable et le moins épousant des hommes. Beaucoup m'ont attiré. Aucune ne m'a fixé parce que
jamais leur qualité et leur grâce, sans pouvoir me dissimuler leurs défauts, et que chaque défaut me semblait gros d'une multitude de chagrins. Non. Délibération. Ce sont les listes de noms. Mais c'est bien dans ce manuscrit-là que je les ai vus. 22 août 2021. Consultation du manuscrit du journal intime d'Amiel. Département des manuscrits de la Bibliothèque de Genève. Ce sont des listes de noms qui sont barrées. Ah oui, non, je ne sais pas quel feuillet. Alors je pense que c'est plutôt... Voilà. Ah voilà. Ouais. Ah oui, elle est... Oui. Vous voyez soit des traits, soit des croix. Alors là, on reconnaît Naville, Michaud, Ray. Donc il y a des plus, mais il n'y a pas de moins. Et il y a des petits plus. Alors peut-être qu'il y a 2 sœurs, c'est pas exclu. Mais c'est aussi peut-être une appréciation sur la personne. Et ensuite, les listes continuent. Il y a un système de classification qui n'est pas une classification alphabétique. Alors, on ne sait pas très bien, c'est mystérieux. Ce qui est intéressant, c'est ce qui biffe aussi. Oui. Je trouvais dans le premier tableau. Voilà, là, ça recommence. Par exemple, cause physique ou raison physique pour le mariage. Oui. Il l'a barré. Oui. Et il a mis naturel. Et donc il y a l'essence, le but, le moyen et la direction. Les directives peut-être pour le chat. Les directions pour le chat. Et ensuite il y a toujours objectivement et subjectivement. Et à l'intérieur de objectivement et subjectivement, il y a toutes sortes de distinctions. Exactement. Une aide enfin. C'était le premier épisode d'Intime Extime, Amiel, 200 ans d'histoire du journal intime, une série podcast produite par la Bibliothèque de Genève avec Corinne Chaponnière, Paul Ochuli, Bernard Lescaz, Daniel Maggetti, Barbara Prout et Luc Weibel. Merci à Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève, à Georges Pérez, responsable d'unité service au public, à Paul Ochuli, conservatrice responsable au département des manuscrits et archives privées, ainsi qu'à toute l'équipe de la Bibliothèque de Genève où ce podcast a été intégralement enregistré. Sa réalisation est signée Chahut Média, David Brun-Lambert et Carole Harari. La musique et le mastering sont de Nick von Frankenberg et les lectures ont été réalisées par Antonin Schopfer. Dans le 2e épisode de cette série, nous nous intéresserons à Amiel au cours de la seconde moitié de sa vie. Un Amiel alors obsédé par sa quête de lui-même et perdu dans les méandres de ses écrits. Vous pouvez retrouver cette série sur bge-genève.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la partager, à nous laisser un commentaire ou une note sous forme d'étoile. Nous vous disons à bientôt pour un autre épisode.